Alors, un lombricien, c'est ce qu'on appelle vulgairement un ver de terre. Mais ce qui est intéressant dans ce groupe, ce sont des annélides, c'est-à-dire des animaux composés d'anneaux. Et les annélides sont connus depuis au moins 680 millions d'années au fond des mers où ils vivaient dans les sédiments. Et depuis, ils se sont adaptés sur la vie terrestre. Ils se sont tellement bien adaptés sur la vie terrestre qu'aujourd'hui, dans nos paysages, ils représentent environ 1000 kilos par hectare d'animaux, alors que les autres animaux ne font que 85 kilos et l'homme 40-45 kilos. Les plantes savent fixer l'énergie solaire, par l'énergie, ça s'appelle la fixation chlorophyllienne, et elles utilisent pour cela de l'azote qu'elles vont chercher dans le sol, du phosphore, etc. Elles prennent évidemment de l'eau pour vivre, elles en consomment beaucoup, et elles vont fixer le gaz carbonique pour faire des matières organiques comme les feuilles, comme du bois, comme des fruits, etc. Ça, c'est ce qu'elles savent faire. Mais ce qu'elles ne savent pas faire, c'est que cette production, elle va s'accumuler. Elle va s'accumuler en accumulant donc l'azote, le phosphore, et d'une certaine façon, l'azote et le phosphore vont disparaître du sol pour être dans cette accumulation. À ce moment-là interviennent les micro-organismes qui ont énorme d'altitude. Ils sont très spécialisés, mais chacun est capable de faire quelque chose, et donc ça va donner que certains vont savoir décomposer par exemple des choses comme des cheveux, des ongles, d'autres vont être capables de décomposer des feuilles ou des branches ou des pailles ou des choses comme cela, et tout cela devrait se suffire. Les plantes fixent et composent, les micro-organismes décomposent. Seulement voilà, il y a des phénomènes climatiques, les micro-organismes ne savent pas se déplacer. Ils savent très bien travailler sur leur milieu, mais ils produisent des antibiotiques pour bloquer les autres micro-organismes, de sorte que quand ils sont dans une place, ils bloquent tout. Et d'autre part, ils sont très limités par les effets du froid ou de la sécheresse, ou etc. Par exemple, si je prends cette feuille là, qui est par terre, là, qui a d'ailleurs des jolis petits trous, cette feuille se décomposera extrêmement lentement. Pourquoi? Parce que tous les jours, elle est mouillée par la condensation, par exemple le matin, par la rosée, mais les micro-organismes commencent à se développer, il fait bon, et d'un seul coup, c'est séché par le vent, les micro-organismes sont tués. Alors, là-dedans, les vers de terre interviennent, et ils vont effectivement prélever des éléments de feuilles, et même cette feuille entière, ils vont être capables de la rentrer dans le sol. Ils vont la broyer, la réduire en éléments très fins, ils vont déplacer les micro-organismes en les amenant sur de nouvelles nourritures, parce que je vous ai dit, ils sont spécialisés, et si on les change de place, alors là, ils trouvent à se nourrir. Et puis, ces feuilles qui étaient soumises aux aléas du climat, dans le sol, à l'abri, dans l'humidité, et avec une température tout à fait suffisante, vont se décomposer très vite. Elles vont donc à ce moment-là libérer, grâce aux vers de terre et aux micro-organismes. C'est une coopération. Les vers de terre ont besoin d'énergie aussi des plantes, et que les micro-organismes ont préparé. Voilà. Donc c'est donc une excellente coopération. Les vers de terre sont des animaux qui ont un corps mou. Et pourtant, c'est eux qui perforent le plus le sol. Alors, comment font-ils? Eh bien, ils ont en fait une constitution, j'ai dit, d'annélides, à savoir deux tubes, un tube digestif au milieu et un tube extérieur, qui est en fait la paroi du corps, extrêmement musculeuse. Cette paroi du corps a l'aptitude de se contracter pour envoyer par pression hydraulique, c'est-à-dire par de l'eau qui est entre les deux tubes, à la manière de ça, si j'appuie là-dessus, ça va vers l'avant. Voilà. L'énergie qui est pourtant, le travail a été fait ici, mais le résultat est là, il y a pression. Cette énergie, elle vient d'où? Elle vient du tube digestif qui évidemment a assimilé ce qui a été digéré par les vers de terre grâce à l'aide des micro-organismes qui ont préparé cette digestion, mais aussi grâce à leurs propres enzymes qui savent faire le travail, et grâce aussi au fait qu'ils ont un gésier, comme les poules, avec des petits cailloux dedans qui vont broyer les plantes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des fois un peu coriaces et difficiles, et ils vont tirer de tout cela l'énergie qui va permettre de tout alimenter. Et ils reviendront 2-3 mois plus tard consommer leur propre défécation pour pouvoir, avec l'aide des micro-organismes, continuer le travail de décomposition. Ce fameux travail de décomposition sans lequel les milieux se bloquent, car les matières organiques mortes s'accumulent, comme dans les landes, en général dans les sols pauvres, où on voit des grosses masses de matière organique. Les gens s'imaginent que quand il y a beaucoup de matière organique, un sol est riche. Non,
il a un potentiel riche. Mais ce potentiel est bloqué parce que justement l'activité des micro-organismes et des vers de terre, surtout des vers de terre, est insuffisante. Alors finalement, le résultat de cette décomposition, c'est que les fameux phosphores ou l'azote ou même le potassium qui avait été pris dans le sol par les plantes au départ est bien relibéré graduellement vers les plantes et permet donc une grande fertilité parce que les plantes ont donc à nouveau à disposition les engrais dont elles ont besoin pour croître. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Et alors, pour donner un ordre de grandeur, les vers de terre libèrent 600 kg environ d'azote par hectare et par an dans les champs, alors que les agriculteurs n'apportent que 150 kg d'azote dans un champ de blé, par exemple, très productif. Je vais d'abord parler du groupe le plus important dans nos champs, c'est-à-dire les aniciques, ceux qui creusent jusqu'à 6 mètres de profondeur dans nos paysages, pas dans le nord de la France, mais par ici, dans le paysage méditerranéen, et qui créent d'énormes galeries et remontent des quantités de terre énormes. C'est un véritable labour mécanique, et donc ça, c'est l'énergie qui a été fixée à partir du soleil par les plantes, qui est utilisée pour labourer les champs. Mais ces laboureurs, en faisant leurs galeries, laissent des galeries. Et ces galeries sont importantes pour l'écoulement de l'eau. Ça, il faut bien le comprendre. Cet écoulement de l'eau est considérable, c'est même énorme, c'est incompréhensible presque. 16 cm en moyenne d'eau par heure s'écoule dans leurs galeries. C'est donc, même quand on est au maximum d'un orage, il n'y a pas d'écoulement en surface, il n'y a donc pas d'inondation, ça part dans les profondeurs du sol. Et ceci est très important. Malheureusement, on a employé des pesticides, et nous avons des régions entières, notamment sous la vigne, où là, il n'y a pratiquement plus de vers de terre, et l'écoulement se fait en surface avec les catastrophes que nous connaissons dans ces régions. Le deuxième avantage de ces galeries, c'est de créer un véritable poumon du sol. Quand vous voyez 1 mètre carré de surface, dites-vous bien que la surface réelle du contact de l'air, de l'atmosphère, avec le sol, c'est-à-dire avec les micro-organismes et les racines qui vivent dans ce sol, et évidemment les vers de terre, eh bien, c'est 6 mètres carrés. La surface développée des galeries représente environ 5 mètres carrés par mètre carré de surface. Les épigées sont des animaux un peu marginaux. Ils vivent à la surface du sol, comme leur nom l'indique en grec, c'est-à-dire au-dessus du sol, en général, par exemple, dans les bousses de vache ou des choses comme cela. Et là, évidemment, il y a beaucoup d'autres animaux qui consomment les vers de terre, qui viennent les détruire et les manger, de sorte que ces populations sont obligées de se reproduire extrêmement vite. D'autant plus qu'elles souffrent aussi de la sécheresse, parce qu'elles sont à la surface du sol, voire du froid, de la chaleur. Alors c'est à cause de cette prolificité que l'on a sélectionné une espèce bien précise, Eisenia andrii, parce qu'elle est vraiment très très prolifique, pour pouvoir s'adapter dans notre procédé et pouvoir très vite s'installer, faire son travail et aussi, éventuellement, s'il y a des incidents techniques, se reconstituer pour bien être efficace. Alors, vous voyez, en conclusion, quand on pense à tout ce que je viens de vous dire sur les vers de terre, ces animaux si modestes, qui se cachent le jour, de sorte qu'on ne les voit pas, et qu'on s'imagine à la limite qu'ils n'existent pas, eh bien, jouent au contraire dans nos écosystèmes, dans notre vie. Et demain, quand on saura bien le maîtriser dans notre économie, au point de vue technique, joue au contraire un rôle essentiel.